souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Et pour souhaiter à cette rencontre le succès qu'elle mérite. Merci. Et pour vous remercier d'avoir pensé aux Archives nationales, choisi les Archives nationales pour tenir cette rencontre. Vous savez, c'est la mafia des historiens. On est une mafia. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aux Archives nationales de Tunisie. Mes premiers mots seront des mots de remerciement en direction du directeur des archives, Hedi Jellad, qui vient de nous saluer et qui est pris par d'autres occupations, mais qui a eu la gentillesse de venir nous saluer. Je le remercie sincèrement. Dans le cadre du partenariat entre les archives et l'IRMC, il me semblait tout naturel de tenir ce premier séminaire sur la Libye, consacré à l'histoire et à l'histoire du XIXe siècle, aux archives nationales de Tunisie. Alors vous ne le voyez pas, mais dans la salle nous avons un certain nombre de personnes. Je pense à des étudiants qui viennent de l'université de Tripoli, mais aussi à des collègues, et l'une d'entre elles, Lamia, je la salue, ainsi que d'autres personnes que je ne connais pas, qui nous montrent l'intérêt que nous avons ici depuis Tunis pour la Libye. L'IRMC, vous le savez, est un laboratoire du CNRS installé en Tunisie depuis 1992, qui a une compétence régionale sur l'Algérie, sur la Tunisie et sur la Libye. J'ai souhaité faire de la Libye l'une des priorités de l'IRMC pour ces 4 dernières années. Cette priorité s'est manifestée par des missions de ma part en Libye, un colloque international, et puis, plus récemment, par l'obtention d'un financement de la part du ministère des Affaires étrangères française qui nous a permis de monter un très beau programme et ambitieux programme autour des sciences humaines et sociales et de la jeunesse libyenne. C'est dans ce contexte que nous organisons aujourd'hui un séminaire, le premier séminaire consacré exclusivement à la Libye et qui est un séminaire d'histoire. Pour cette première session de ce séminaire, 2 historiennes ont accepté notre invitation, je les en remercie. Il s'agit de Nora Lafi, qui nous vient de Berlin, et de En'am Sharfeddin, qui nous arrive de Tripoli. Le tout sous la coordination du docteur Neila Sardi, qui coordonne l'ensemble du projet, que je remercie, ainsi que toute l'équipe de l'IRMC, en particulier la chargée de projet et notre chargée de communication, donc respectivement Vanessa Aubry et Afef Toumi. Mais derrière, il y a aussi tout l'ensemble et toute l'équipe de l'IRMC que je remercie. Je vais donc sans tarder passer la parole à Neila, qui va nous faire une présentation et une introduction très rapide aux 2 conférences d'aujourd'hui. Merci encore à ceux qui nous suivent en ligne, merci à ceux qui ont fait le déplacement. Je crois qu'il est vraiment très important de garder présent à l'esprit que la Libye, ce grand pays, est un pays sur lequel nous devons continuer la collaboration et les recherches en sciences humaines et sociales. Merci à tous et je cède donc la parole à Neila. Merci Wassila. Je remercie tout d'abord les personnes présentes parmi nous aujourd'hui, malgré qu'on est dans une situation un peu sanitaire un peu sensible. Je remercie aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la page Facebook de l'IRMC. La technologie, c'est ça aussi, ça nous sert à amoindrir les distances et à faire barrière à ces circonstances un peu difficiles. Je suis très contente aujourd'hui qu'on tient vraiment notre premier séminaire en présentiel dans le cadre de ce projet. Le projet que l'avait présenté Wassila sur la jeune recherche en sciences humaines et sociales, un outil de développement au service de la Libye. C'est un projet qui a commencé depuis l'année dernière, qui prendrait fin cette année et qui vise justement à faire bénéficier la jeune recherche
Et nous avons parmi notre public deux boursiers libyens qui sont en accueil à l'IRMC, que nous sommes contents de recevoir. Et j'espère qu'ils vont avoir une belle expérience par rapport à cet échange et par rapport à leur présence à l'IRMC et de profiter du réseau de l'IRMC. Donc, parmi ces activités du projet, il y a ce séminaire sur la Libye contemporaine que nous initions aujourd'hui grâce aux deux interventions de nos collègues, professeur Noura Lafi et professeur En'am Sharafeddine, que je présenterai très brièvement. Elles ont un parcours très long et très riche. Donc, professeur Noura Lafi est professeur d'histoire installée à Berlin, où elle enseigne et mène ses travaux de recherche au Leibniz Zentrum Moderner Orient. Bravo. J'ai bien commencé. Très bien. Son thème de recherche actuel porte sur les villes ottomanes et post-ottomanes comme laboratoire de changement, intégration et désintégration urbaine dans les marges des cités d'Alep, du Caire et de Tunis. Et elle est actuellement chef de projet de recherche sur l'historicité de la démocratie locale dans le monde arabo-musulman. Elle a plusieurs publications, notamment Esprit civique et organisation citadine dans l'Empire ottoman 15e, 20e siècle, aux éditions du Leiden Brill, et évidemment plusieurs autres ouvrages que je ne vais pas citer et publications. Professeur En'am Sharafeddine aussi est maître de conférence à l'Université de Tripoli. Elle a soutenu une thèse de doctorat à l'Université d'Aix-Marseille qui portait sur la classe marchande dans l'Iela ottoman de Trabls al-Gharb, sous les Karamanlis, 1711-1835. Elle a à son compte aussi plusieurs publications, notamment un ouvrage qui porte sur une initiation à l'histoire sociale et économique de Tripoli, études sur les institutions commerciales 1711-1835, une autre aussi importante publication sur l'écriture de l'histoire, l'histographie en Libye, à travers deux exemples du 19e siècle, Hassan al-Faqih et Hassan al-Ahmed al-Nabi al-Ansari, et évidemment plusieurs autres publications et ouvrages. Je suis donc très honorée aujourd'hui par ce séminaire. Eh bien, on va commencer par la présentation du professeur Noura Lafi. On prendra une petite pause de 15 à 20 minutes pour reprendre avec la conférence de professeur En'am et on ouvrira le débat. Je tiens juste à informer ceux qui nous suivent sur la page Facebook qu'on prendra note de leurs questions parce que j'ai déjà vu qu'il y a pas mal de personnes qui les suivent actuellement. Et donc, on prendra leurs questions que je reporterai aux deux conférencières. Donc, je donne la parole à professeur Noura Lafi. Merci beaucoup, Naïla. Je voudrais d'abord remercier l'IRMC et la direction. Merci beaucoup de m'avoir invitée et remercier également les archives. Je me sens chez moi aussi bien aux archives ici à Tunis qu'à l'IRMC, puisque j'ai fait mes premiers pas de la recherche en tant que boursière. Il y a, je ne vais pas dire le nombre d'années. Et donc, j'ai, grâce à l'IRMC, travaillé, grâce à cette bourse, travaillé sur la Libye, sur Tripoli à l'époque de Hassan al-Faqih Hassan, c'est-à-dire effectivement fin 18e siècle, début 19e siècle. Et mes recherches portaient sur les institutions municipales d'Ancien Régime. Et donc, je pourrais parler longuement. Et je suis très contente que vous ayez travaillé sur les institutions commerciales parce que c'est celle que je n'ai pas vraiment touchée. Donc voilà, mes premiers pas à l'IRMC. Et c'est pour vous dire que je suis très très heureuse d'être ici avec vous et à l'IRMC. Le titre de ma présentation aujourd'hui est « De Tripoli à Tunis ». Et puis aussi, pardon, je voulais dire aussi que j'étais très honorée d'être invitée avec vous, les historiennes, dans ce premier séminaire. Et je voulais remercier vraiment, vraiment, parce que c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce type de séminaire qui n'existe plus. Et je profite pour vous dire que les étudiants, quand ils se demandent vers où se diriger, eh bien l'histoire est une grande discipline. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent en ce moment à réfléchir et se décider de choisir de travailler en histoire. Voilà. Et j'espère que les présentations que nous allons avoir aujourd'hui vont vous inviter à choisir des sujets qui ne sont pas encore traités et qui sont fondamentaux, même pour les autres disciplines. Donc le titre de ma contribution, de Tripoli à Tunis, d'Istanbul à Léour, en Italie, et de Vincennes à Kew Gardens, à Londres, ou Berlin. Quelques questions d'archives, de problématisation et de méthodes
pour la recherche historique sur la Libye. Dans le contexte de mutation méthodologique, de reconfiguration universitaire et disciplinaire, mais aussi de bouleversement géopolitique, la recherche sur la Libye est sans doute plus fragmentée que jamais. Les champs du savoir sont souvent séparés. Les horizons de publication et même de lecture et de référencement peinent à se recouper et les segmentations chronologiques tendent à se figer davantage encore qu'au cours des décennies passées. Le besoin d'un dialogue méthodologique qui affronte l'ensemble de ces dimensions se fait donc plus que jamais ressentir. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je vais, pour contribuer à cela, aujourd'hui, repartir des archives, de leur richesse et de leur variété, pour tenter de dessiner le panorama d'une recherche historique sur la Libye qui soit à la fois forte d'érudition, issue d'un corpus archivistique de première main, j'insiste, de première main, et connectée aux grands enjeux intellectuels et d'interprétation, y compris critiques, c'est très important, dont les débats internationaux sont le théâtre. Vous le savez mieux que moi. Pour cela, je vais examiner avec vous la nature et le potentiel de divers dépôts cruciaux pour les études historiques sur la Libye, donc des dépôts d'archives extrêmement importants que vous ne devez pas ignorer, et m'attacher en extraire des ferments d'analyse à livrer au débat collectif et à la construction plurielle de postures renouvelées. J'ai organisé cette présentation par dépôt d'archives, comme ça c'est beaucoup plus simple pour les étudiants de suivre les questions méthodologiques. Donc je les ai organisées par dépôt d'archives. Pour chaque dépôt, pour chacun de ces lieux, après une brève présentation de ces fonds, je vais tenter de faire émerger, dans une démarche à la fois typologique et thématique, des éléments tant de problématisation que de possibilités concrètes de recherche. Naturellement, toute bonne recherche se doit de combiner les approches et les sources et de constituer un corpus à la fois varié et cohérent. C'est très important d'avoir un corpus cohérent avec une problématisation. Mais il semble qu'une entrée par les archives est susceptible, dans le cadre de nos réflexions aujourd'hui, ici, de faire émerger des pistes de recherche. Et ceci est aussi très important. Et faire émerger des pistes de recherche. Naturellement, le choix présenté ici tient à mes expériences personnelles et à mon propre itinéraire de recherche. Je pense cependant qu'il dessine, et qu'il ne décide pas, qu'il dessine un certain horizon qui pourrait peut-être utile pour les étudiants que vous êtes et pour les chercheurs qui souhaitent s'engager dans les recherches sur la Libye. Mes recherches et mes premières réflexions et problématisations historiques sur la Libye, cependant, ne sont pas nées dans un contexte d'archives. Alors, je pourrais avoir la... Ah, je peux le faire passer. Comment je fais? Voilà. Donc, mes premières réflexions et problématisations, je disais, problématisations historiques sur la Libye, ne sont pas dans un contexte d'archives. Puisque en fait, j'ai travaillé à l'IRMC quand la Libye était sous embargo et que c'était un moment très difficile. Et donc, je me suis lancée dans les années début 1990 dans la recherche sur la Libye. Les voyages étaient interdits. J'ai donc commencé sur l'indication des professeurs Robert Hilbert et d'André Raymond à m'intéresser au genre de la chronique, l'yaoumiyat, al-hawadis. J'ai ainsi dédié mes premières années de recherche à la chronique de Hassan el-Faki Hassan, dont le premier tome venait d'être publié par Mohamed Al-Osta et Ammar Jhaïdar. J'en ai fait la traduction en français et en est, grâce à cette source, qui est magnifique et superbe, et vous en aurez beaucoup plus d'informations plus tard. Donc, grâce à cette source superbe, j'ai pu tirer,
le thème de ma thèse et qui est devenu en fait une problématique qui va me poursuivre, on va dire même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire l'étude des instances de gouvernement local à Tripoli, Trablus el-Gharb. Cette chronique est aussi à la base de mes réflexions sur la nature civique des chroniques en général dans le monde arabe et ottoman. J'ai tenté ensuite de généraliser pour proposer des interprétations sur la substance civique urbaine dans toute la région, en forte opposition avec les interprétations alors dominantes qui tendaient à nier cette dimension civique aux sociétés arabes et musulmanes et ottomanes. C'est ainsi que j'ai insisté sur le fait que la chronique, Yawmiyat al-Hawadis, la chronique en tant qu'annale civique, était elle-même un dépôt d'archives. Écrite qualité par un membre du conseil municipal d'Ancien Régime, من المشايخ الشيخ المدينة وجماعة المشيخة. Et il était, Hassan al-Faki Hassan, un membre de cette jama'a. Elle retranscrivait toutes les délibérations, les décisions et les faits importants. C'est une fois entrée dans ce monde de la chronique et que j'étais devenue familière de Hassan al-Faki et de son monde que je me suis posé la question des archives. Et cela pouvait compléter mon corpus. De là, mes voyages à Rome, Istanbul ou Vincennes, puis Tripoli, via Tunis ou Malte. J'ai ensuite, tout au long de ma carrière, eu l'occasion de compléter mon intimité avec ces archives et celles d'autres dépôts, éventuellement, qu'on pourra discuter, parce que je ne les ai pas tous mis, d'où l'essai aujourd'hui avec vous, d'où l'essai de typologie problématisée que je propose avec vous, et puis ensuite on pourra en discuter. Naturellement, je souhaite commencer par Tripoli, Trablus el-Gharb. C'est vraiment mon amour, donc je peux pas. Je commence par Tripoli. Mon expérience dans cette ville a commencé dans les années 1990 également. Les principaux archives sur lesquelles j'ai pu travailler sont celles du Seray al-Hamra. Non, pardon. Là. La nature, donc typologie des archives locales. Pardon, je ne suis pas mon PowerPoint. Comment je fais? Ah, non. C'est pas celle-là. Ouais. Ouais. Comment je peux m'aider? Les archives du Seray al-Hamra. Revenir avant. Ah. Ok, bon, message. Je croyais que c'était. Ok. Donc, vous imaginez le beau château du Seray al-Hamra. Je pense que vous l'avez tous vu sur toutes les photos. Voilà, exactement. Sur l'affiche également. Donc, les archives que j'ai consultées étaient dans ce dépôt-là et c'était le lieu des archives de l'État et l'ancien siège du pouvoir. Donc, j'ai fait un inventaire de ces archives parce que ces archives n'étaient pas inventoriées, ou du moins il y avait un inventaire mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Et comme tout historien qui se respecte, et c'est aussi un conseil que je vous demande, c'est que quand vous touchez un carton, vous ne les mélangez pas les archives et vous notez ce que vous touchez parce que peut-être quelques années plus tard, vous aurez envie de revenir dans ce document et vous ne sauriez plus où est-ce que vous l'avez trouvé. Donc, j'ai fait pour moi un inventaire que j'ai laissé aux archives d'ailleurs. Et la plupart de ces archives étaient organisées pour l'État. Elles n'étaient pas organisées pour les historiens. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ce dépôt initial m'a permis d'avoir et de comprendre le fonctionnement de l'État à l'époque ottomane. Pour l'historien, cela est très précieux, car l'information est double. Le contenu informatif de l'archive et la place de l'archive dans le contenant qui indique l'organisation de l'administration productive de l'archive
et par l'organisation du service contemporain des archives. Dans une carrière d'historien, ces moments sont extrêmement rares et précieux. Ils donnent accès à une dimension que malheureusement, souvent les classements ultérieurs rendent inaccessibles par déplacement, fragmentation et imposition d'une autre logique. Les documents trouvés en ces lieux étaient essentiellement la correspondance entre Istanbul, parce que Tripoli était à cette époque-là dans l'Empire ottoman, donc Istanbul et Tripoli, depuis l'intégration de la Tripolitaine dans l'Empire ottoman au XVIe siècle, et même avant, puisqu'il y avait des archives aussi qui étaient beaucoup plus anciennes, jusqu'à l'occupation italienne en 1911. Il y a aussi le fonds des sigillettes, extrêmement important, un fonds extraordinaire couvrant l'ensemble de la période, les archives du port, de la douane, qui donne accès non seulement aux données de l'histoire économique, mais aussi à celles d'une histoire sociale et des mouvements de personnes, de biens, dans toute la Méditerranée. Et je dis bien dans toute la Méditerranée, le Sahara, mais au-delà de l'Afrique, avec l'Inde, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis et la Scandinavie. Ce dépôt renfermait aussi l'ensemble des irades, les décrets ottomans, et leur traitement administratif local à Tripoli, avec les pétitions, les rapports, les enquêtes et les décisions donnant accès à la dimension de gouvernance, de négociation, de construction du consensus, de gestion de la conflictualité et de structure du pouvoir. Ces archives au Salah el-Hamra renfermaient aussi de nombreux documents sur la stratégie et la géopolitique des XVIIIe et XIXe siècles, notamment au moment de l'occupation française en Égypte, pour ceux qui travaillent sur cette période-là, de la montée des velléités coloniales sur les autres provinces ottomanes, l'Algérie, même le Maroc aussi, et l'Égypte pour les pays qui entourent, et le Soudan, qui était aussi dans l'Empire ottoman. Bref, toutes les autres provinces ottomanes, car par exemple, vous avez aussi d'énormes correspondances entre Thessalonique et Tripoli. On l'oublie aujourd'hui. De nombreuses enquêtes, des correspondances, des rapports sont disponibles. J'évoquerai en conclusion les questionnements sur le devenir, le déplacement et le reclassement de ces archives. Pour qui étudie la Libye, les archives tunisiennes, merci. Donc voilà, pour qui étudie la Libye, les archives tunisiennes dans lesquelles vous vous trouvez constituent aussi un important angle d'analyse. Dans ces archives, on y perçoit l'intensité des échanges. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'intensité des échanges qui existent entre Tunis et la Libye d'aujourd'hui, c'est-à-dire Benghazi, Fezzan et la Tripolitaine. On y perçoit aussi, en plus de cette intensité des échanges, l'imbrication des sociétés. Et ça, c'est vraiment, j'insiste, cette imbrication. Familles, sociétés de commerce, communautés confessionnelles, de nombreuses structures avaient des branches dans les différentes provinces et ils ont laissé des traces archivistiques à l'occasion de démarches de toute nature. Il y a aussi aux archives nationales de Tunisie les archives ayant trait à de nombreux conflits et toute la gestion des réfugiés des provinces ottomanes. Algériens, fuyant la colonisation française et s'établissant à Tunis puis à Tripoli, factions locales libyennes et leur suivi par les autorités ottomanes, question des frontières à partir de la colonisation française et de l'imposition d'un nouvel ordre entre l'ancienne province ottomane et la Tripolitaine, qui reste ottomane, puisque Tunis est colonisée en 1881, mais Tripoli sera colonisée qu'en 1911. Évidemment, toutes les archives qui ont trait à la question du sud de la Tunisie et le sud libyen, aussi bien de Rhadamès et de l'horizon africain pour lequel la Libye est intensément convoitée par les Français, depuis Alger, depuis Tunis, mais aussi par les Anglais et plus tard les Italiens. Il y a ensuite la question du tracé de la frontière entre occupants français et italiens.
Vous trouverez également ici dans les archives la série E, qui est cruciale pour toutes ces dimensions qui méritent un examen problématisé autour de l'analyse des logiques territoriales, administratives et sociétales de la colonisation, de la répression et de la guerre. Pour les périodes plus contemporaines aussi, les archives tunisiennes sont un recours important pour comprendre les logiques de l'exil, de la dimension transnationale des mouvements nationaux et des aspects géopolitiques des rapports entre États. Mais pour qui veut comprendre l'histoire de la Libye, une connaissance des archives stambouliotes est nécessaire. Elle est absolument nécessaire parce que ce sont des périodes qui précèdent le rattachement de la Tripolitaine et de Tunis aussi, jusqu'à celle qui suit la période de l'occupation coloniale. Vous ne pouvez pas travailler sur Tripoli, si vous pouvez, mais sans intégrer cette dimension impériale. Et je vous explique que Istanbul, vraiment, est une ville à visiter parce qu'elle est très belle, mais je vous invite à aller aussi aux archives du Başbakan Archive, où des millions, je dis bien des millions de documents, d'archives, des kilomètres, concernant les provinces constituant l'actuelle Libye, sont en effet disponibles. Ces archives sur la Libye, au Başbakan Archive à Istanbul, ils émanent à la fois de l'administration centrale ottomane, du dialogue de celle-ci, avec les branches locales du gouvernement et surtout avec la société en général en Libye, communautés professionnelles et confessionnelles, juifs, chrétiens de Libye et autres religions de la Libye. Et il y a également des archives sur les instances de la gouvernance civique, sur les firmes commerciales, sur les individus, sur les groupes constitués. Il y a tout d'abord, pour la période que je nomme Ancien Régime, ottoman, c'est-à-dire la période avant les Tanzimettes, c'est-à-dire les réformes modernisatrices du milieu du XIXe siècle. Ces archives sur lesquelles j'ai travaillé, c'est le fonds extraordinaire sur lequel j'ai travaillé, sont les archives du système pétitionnaire, Shakwa, Shikayet en ottoman, dans ce fonds d'archives, c'est comme ça qu'il l'appelle. La pétition, en effet, alors ça c'est le Başbakan Archive dans le nouveau lieu, parce qu'avant il était près de... vous pouvez mettre une autre, oui. Donc là c'est le nouveau centre d'archives qui a été construit. Et ceci, c'est un exemple du système pétitionnaire sur lequel j'ai travaillé à Istanbul. C'est une pétition qui mesure presque 3 mètres, donc là c'est de la difficulté de faire... Cette pétition a été rédigée à Tripoli contre Ali El-Gergani, Cheikh El-Medina, Cheikh El-Beled, voilà, pas le Cheikh El-Medina, c'est à Tunis. Et donc, parce que c'était l'homme choisi par Istanbul, par l'administration impériale, et les instances locales à Tripoli refusaient parce qu'ils avaient élu quelqu'un d'autre, et donc ils ont signé cette pétition. Et ils l'ont amenée en main propre, parce que vous pouvez l'envoyer, il y avait des bateaux réguliers qui amenaient des pétitions et les irades entre Tripoli et Istanbul, mais celle-ci a été amenée en main propre. Ce qui veut dire que la pétition était en effet la base du dialogue de gouvernance. Tout individu, et je dis bien femme et homme, tout individu, femme, homme, riche ou pauvre, musulmans, juifs, chrétiens ou autres, ou groupes reconnus, y compris les instances civiques comme les corps de ville, pouvaient envoyer une pétition au sultan ou l'amener en main propre, et elle était reçue à la porte, Bab Ali, par un bureau spécialisé, le Diwan Humayoun, et ouvrait une procédure administrative de rapport et de décision. Cet iter pétitionnaire était le cœur de la gouvernance impériale et locale.
le cœur de la gouvernance impériale et locale, et démontrent leur imbrication. Pendant longtemps, les historiens n'ont travaillé que sur les registres des arrivées de ces pétitions, les daftar. On écrivait toute la pétition, ou parfois un résumé, mulakhas, avec la date à laquelle il est arrivé. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir l'immense fond qu'il y a derrière ces registres, les vraies pétitions. Il est donc une source infinie de travail pour l'historien désormais. Les pétitions sont classées par ordre d'arrivée et point par thème ou territoire. La recherche, en attendant des instruments analytiques qui, j'espère cependant, ne dénatureront pas la ressource, dont le mode de classement indique le fonctionnement des bureaux afférents, est donc longue et difficile, mais elle est aussi extrêmement stimulante et pleine de promesses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à m'attarder sur ce fond avec vous. Pour la période ultérieure, le BOA, le Başbakanlığı Archives, renferme des archives des ministères ottomans. Cette fois, les classements sont géographiques et thématiques. Et pour les provinces constituant la Libye contemporaine, la ressource est également considérable. Lutte contre les prétentions coloniales, renégociation du pacte d'impérialité avec les élites locales, gouvernance de la diversité dans un monde où la définition de l'identité change, enjeux économiques et industriels, système de la concession de services publics, migration au pluriel et mouvement de population, gouvernance des grands travaux de modernisation dans toutes les villes de l'Empire ottoman, dont Tripoli. Nombreuses sont les problématiques nourries par ces archives. On y voit aussi, pour la fin de la période ottomane, l'organisation de la résistance anticoloniale et le soutien aux rebelles. Le thème pétrolier émerge en fin de cette période également. Rome maintenant, dans ma typologie. Eh bien, oui, ça, juste après. Donc, voilà, Rome. Rome constitue, quant à elle, la ressource principale pour les études sur la période coloniale, pour ce qui concerne la Libye. Mais à Rome aussi se trouvent les archives du Vatican, dans lequel j'ai eu la chance de travailler. Depuis la période au moins médiévale, on peut suivre de nombreux enjeux engageant la région. Missions comme autour de la propaganda fide. Je sais qu'ici, il doit y avoir quelqu'un qui a travaillé dans les archives aussi des Pères Blancs. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé donc, dans les archives du Père Blanc, mais là où j'ai trouvé beaucoup d'archives qui m'ont éclairé aussi sur la Libye, ce sont les archives de la propaganda fide qui a été en Libye depuis 1687. Donc, ces splendides archives avec des rapports et des correspondances. Pour les grandes manœuvres italiennes de la préparation de la colonisation en Libye, les archives de la Société de géographie que vous pouvez trouver à Villa Cilimontana sont une ressource intéressante. Elles montrent comment exploration géographique et espionnage étaient liés et comment la mise en place d'une sphère du savoir était au miroir de l'idéologie nationale italienne et colonialiste. Mais l'essentiel des archives, outre les documents du ministère des Affaires étrangères si à la Farnesina, eh bien c'est l'EUR 42, Esposizione Universale di Roma 1942 et l'Archivio Centrale dello Stato. C'est-à-dire que ce sont les archives nationales de l'État italien qui se trouvent dans la ville de Rome, mais pas dans le quartier historique, à l'extérieur de la ville de Rome, que je vous invite à visiter. C'est un quartier qui a été fait pour une exposition universelle de 1942, mais qui n'a jamais eu lieu. Mais les monuments sont construits. Et donc, quand vous irez aux archives, prenez le temps de visiter tout le quartier parce que c'est très beau.
Et il y a surtout pour vous, d'abord des archives de la présidence du Conseil des ministres, organisées par mandature. Elles contiennent toutes les correspondances ainsi que tous les dossiers ayant impliqué ce niveau de décision à partir de 1911. On y trouve aussi énormément de documents sur l'imposition d'un nouvel ordre administratif, sur la répression, la violence et la résistance en Libye, sur l'organisation des négociations avec les tribus libyennes, sur les différentes réformes et notamment la création de la République de Tripolitaine. On y trouve également des archives sur la politique de peuplement, donc la migration coloniale des Italiens, comment elle s'est organisée, et ce sont des archives extrêmement riches, sur les évictions foncières, c'est-à-dire comment l'arrivée de ces colons, on a distribué des terres libyennes et les fermes et surtout l'espace agricole. Vous pouvez regarder ce qu'a écrit Federico Cresti à ce sujet-là, mais beaucoup reste à faire, et aussi sur la planification urbaine. Les autres fonds cruciaux sont ceux du ministère de l'Afrique italienne, avec notamment les documents du gouvernement général de la Libye, des préfectures, de la Direction générale des affaires politiques, avec notamment l'Archivio Segreto, sur la répression et les massacres perpétrés par l'occupant. Et enfin, les archives du bureau Studi e Propaganda du fascisme. C'est vraiment un bureau. Studi e Propaganda. Vraiment, on a besoin d'étudiants qui travaillent sur cela. À Rome, ainsi, une nouvelle saison d'études historiques sur la Libye est souhaitable afin d'appliquer à la période coloniale les relectures critiques et nécessaires, déconstruire la lecture idéologique d'une modernité par essence coloniale, montrer le lien intrinsèque et déjà présent avant le fascisme entre colonisation et violente répression, analyser la manière avec laquelle la colonisation a instrumentalisé et souvent éteint les ferments civiques de la société locale libyenne. Un autre dépôt dans lequel il me paraît essentiel de travailler, ce sont les archives de Vincennes. C'est les archives de Vincennes, c'est à côté de Paris. Aux archives du service historique de la Défense, la Libye, dans toutes ses composantes régionales, fait en effet partie des buts de guerre français depuis le début du XIXe siècle. Elle n'a jamais cessé de l'être. Et par bien des aspects, elle l'est toujours, encore aujourd'hui. C'est pourquoi on trouve à Vincennes, jusqu'à Nantes, aux archives diplomatiques ou à Aix-en-Provence, aux archives coloniales, les AOM, on trouve cependant énormément de dossiers passionnants sur la résistance algérienne en Libye, par exemple. Des pièces essentielles, des rapports des agents de renseignement militaires en marge de leur carrière dans les consulats ou les compagnies pétrolières plus tard, les plans d'invasion, les analyses de tactique et de stratégie, les études sur le pouvoir ou la société. Donc, travailler à Vincennes, en somme, permet aussi de comprendre l'appareil bureaucratique de la velléité de colonisation, puis de la tentative de contrôle stratégique. Cela permet de se défaire de certains éléments de vernis rhétorique pour voir exposer noir sur blanc les vrais enjeux fondamentaux. Naturellement, toutes les périodes ne sont pas ouvertes, mais à voir les rapports d'agents du renseignement militaire français du passé, on comprend bien la structure. Le Fezzan, bien sûr, est souvent au cœur des enjeux, ainsi que le rapport aux milices libyennes, aux actions de déstabilisation, aux tentatives de manipulation des rouages du pouvoir. Je peux m'étendre encore plus longtemps, mais on peut continuer pendant la discussion. À Londres, je pourrais avoir la prochaine. À Londres, dans les magnifiques archives de Kew Garden, National Archives of Great Britain, on a aussi ce type de rapport et de carrière. En miroir d'une Libye vue depuis
l'Algérie et le Tchad des Français, on a une Libye vue du Caire. Masr. Là encore, c'est un objectif militaire des Anglais. Rapport, plan, analyse, des consuls du XIXe siècle aux agents du XXe siècle, le gisement est immense pour analyser les ressorts du clientélisme géopolitique, des instrumentalisations, des tentatives de déstabilisation, des calculs politiques, de la convoitise économique et pétrolière. Là encore, tout n'est pas accessible, mais la loi britannique sur le libre accès à l'information permet des recours et des demandes qui parfois aboutissent. J'ai demandé des documents qui étaient plus que classifiés. J'ai fait une lettre pensant que, comme parfois en France, je n'allais pas avoir de documents. Et en fait, je les ai eus. Et donc, je pense que vous pouvez aller travailler, même sur ces documents-là. Le même raisonnement, dans des temporalités et modalités différentes, peut être fait pour Berlin et pour, bien sûr, Washington. À Berlin, il y a des archives de chaque État fédéral, et donc la liste serait longue de faire chaque État, et je pense que cela mérite une séance de 2 heures pour expliquer toutes les archives des bibliothèques et de ces États-là. Il y a les archives, et oui, et puis pour Berlin, nous avons les magnifiques archives de l'ex-Allemagne Est et de l'ex-Allemagne Ouest. Et ces archives sont ouvertes et elles sont extrêmement riches et extrêmement intéressantes, notamment que Tripoli, la Libye, pendant les périodes, même les plus contemporaines, les archives sont vraiment délicieuses. Dans tout ce panorama, dont chaque élément correspond à une posture de recherche, Tripoli reste bien sûr le cœur. Les archives y ont traversé des moments difficiles au cours de la dernière décennie, y compris avec des épisodes de prédation étrangère et dommageables entre rivalités locales, mais les recompositions actuelles permettront, j'espère, de mettre en œuvre une partie au moins du programme intellectuel que j'ai voulu aujourd'hui commencer de proposer. Je m'arrête là, mais je veux bien continuer avec vous dans la discussion sur la typologie que je vous ai proposée et aller plus loin avec vous sur une d'elles ou plusieurs. Merci pour votre attention. Merci. Je pense que Wassila va très vite rebondir sur ce très stimulant exposé. Ah, tout à fait. Alors, je vais d'abord commencer par remercier Nora. Nora, tu nous as fait une très belle leçon pour nous rappeler que les archives sont le cœur du métier d'historien. Et nous constatons une dérive que je déplore. Moi-même, je n'ai travaillé que sur archives, que ce soit pour ma thèse de doctorat ou pour ma thèse d'habilitation, des archives du 19e, du 20e siècle, peu importe. En tout cas, bien rappeler qu'un historien travaille à partir d'archives. C'est le cœur de notre métier. Et ces questions de méthodologie sont centrales parce que si bien évidemment le croisement des disciplines est important, la démarche méthodologique doit être aussi respectée et nos jeunes collègues, les jeunes chercheurs ne doivent pas perdre de vue cela. Il y a, c'est vrai, une grande tendance qui, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, nous vient plutôt du monde anglo-saxon, à travailler sur des sources de deuxième main, d'analyse de discours. C'est bien, mais ne perdons pas de vue, et je t'en remercie, ce sont les archives qui constituent le cœur de notre métier. Ces archives, pour la Libye, tu nous as bien montré la diversité des fonds et leur richesse, et tu as bien fait de rappeler finalement que ces archives pouvaient être accessibles dans des langues très différentes et que ce n'est c'est pas parce qu'on ne pratique pas l'osmanlı, c'est pas parce qu'on ne parle pas l'arabe que l'on ne peut pas travailler sur la Libye. Il y a des archives en italien, français, anglais, allemand. Tu nous as aussi montré, et c'est toute la méthodologie, que quand on travaille sur un sujet, il faut savoir se décentrer, faire preuve de curiosité. Tu nous le montres en nous expliquant que, très naturellement, on peut ne pas penser au fond de l'Église pour travailler sur la Libye. Pourtant, ces fonds sont riches, classés.
Tu as parlé des fonds de la propaganda fide, mais aussi de manière générale de l'Église. Il y a toutes les congrégations religieuses, d'autres, qui ont été présentes en Libye. Je rappellerai peut-être le très beau travail même de Vittorio Iannari sur l'histoire de l'Église catholique en Libye. Bref, c'est une très belle leçon de méthodologie et on ne pouvait pas mieux commencer ce séminaire que par ce rappel des fondamentaux de notre discipline. Merci beaucoup. Nous allons faire donc une petite pause, comme nous l'avait indiqué Neila, et nous reviendrons vers vous pour la deuxième partie de ce séminaire.